Le premier numéro de Minute Justice au titre de l'année 2026 va porter sur le thème que j'ai intitulé Justice nigérienne dans le contexte de la refondation. Il faut dire que c'est la justice pénale. On parle de la justice pénale chaque fois. La justice pénale, c'est une branche de la justice qui a en charge la répression. Répression veut dire punition. Des infractions à la loi pénale. Les infractions étant des prohibitions de comportements assortis des sanctions pénales. Donc, chaque fois qu'on dit que tel comportement est interdit, celui qui le fait, il est condamné à tel nombre d'années d'emprisonnement ou alors à telle amende, on est en face d'une infraction à la loi pénale. Donc, c'est la justice pénale qui réprime les infractions à la loi pénale. La justice pénale, c'est un pilier de stabilité sociale parce qu'elle protège l'ordre social, elle protège les victimes. Celui qui ne respecte pas, il doit être sanctionné. Et c'est pour cela que l'impunité cause énormément de problèmes de paix et de stabilité sociale. Puisque la justice pénale protège l'ordre social, et que cet ordre-là, il est fonction des sociétés. Donc pour être crédible et jouer véritablement son rôle, la justice pénale doit répondre aux besoins de la société à laquelle elle s'applique. Donc l'ordre social nigérien peut être différent de l'ordre social d'un autre pays, d'un autre continent. Et c'est pour cela que la justice pénale doit être adaptée à la société à laquelle elle s'applique. Et c'est là qu'on va faire le lien avec la refondation qui traduit un besoin de rupture d'avec le passé, qui est une attente des populations pour que les institutions publiques soient au service des populations. En fait, on sent qu'avec la refondation, les citoyens aspirent à un changement. Que les institutions de l'État soient au service de l'intérêt général. Et donc, la justice n'échappe pas à ça, elle-même étant une institution publique. Et donc, en ce qui concerne la justice qui est elle-même très sensible, mais le volet pénal est plus sensible dans la justice, la réponse à ces attentes-là, aux attentes des populations, se traduira non seulement par une réforme en profondeur du cadre légal, mais aussi par un changement de comportement des acteurs et une communication en vue d'un changement de comportement des justiciables eux-mêmes. Et c'est là-dessus que je vais dire quelques mots. Donc il y a vraiment trois piliers. Il y a la réforme du cadre légal, il y a le changement de comportement des acteurs et la communication en vue du changement de comportement des citoyens eux-mêmes. En ce qui concerne le cadre légal de la justice, c'est quoi? C'est le droit de fond. Pour être terre à terre, la loi dit voilà ce qui est interdit, c'est ce qu'on appelle les incriminations. Par exemple, le vol c'est interdit, la corruption c'est interdit, l'escroquerie c'est interdit. Donc il y a des incriminations, la loi définit le comportement lui-même qui est réprimé. La loi dit qui est responsable. Et dans qui est responsable, on dit quand il y a tel comportement, il y a tel agissement des acteurs, voilà ceux qui sont responsables de ce comportement. Voilà ceux qui sont responsables de cette infraction. Par exemple, quand il y a un vol, on dit
voilà, celui qui agit de telle sorte, il a la responsabilité de cette faute. Mais aussi, il y a des choses dedans, dans la responsabilité. Il faut que la personne remplisse les conditions. Parce que quand vous prenez un malade mental qui ne sait pas ce qu'il fait, la loi dit qu'il est irresponsable. Un mineur de moins de 13 ans qui est censé ne pas savoir, qui n'a pas de discernement, il est irresponsable. Donc la loi dit qui peut être responsable. Il y a des gens, même s'ils commettent des infractions, un fou, même quand il tue, un mineur de moins de 13 ans, même s'il tue, on ne peut pas le condamner pénalement. On peut prendre des mesures de protection, mais on ne peut pas le condamner. Donc c'est en ça qu'on parle de responsabilités. Et la loi dit aussi, pour celui qui commet l'infraction, quelle est la sanction. Parce qu'on ne peut pas appliquer une sanction qui n'est pas prévue par la loi. Les sanctions, c'est généralement la peine d'emprisonnement, la peine d'amende, de confiscation et beaucoup d'autres. Mais le principal, c'est la peine d'emprisonnement et la peine d'amende. Et la loi, elle dit aussi quelle est la procédure à suivre pour juger les auteurs des infractions. C'est ça la procédure pénale. C'est ce qu'on suit généralement à partir de l'unité d'enquête. On vient chez le procureur, on va chez les juges d'instruction, on va au jugement, on continue à la cour d'appel, on va à la cour de cassation. Tous ces processus-là, la loi a cadré ça, comment ça doit se passer. C'est ça la procédure pénale. Et donc la loi dit comment on doit faire pour juger quelqu'un. La loi dit aussi, voilà, les services qui interviennent dans l'action de juger. Et donc, par exemple, vous avez les unités d'enquête qui font les enquêtes préliminaires, vous avez le procureur qui fait la poursuite, vous avez les juges d'instruction qui fait les investigations judiciaires, vous avez les juges de jugement qui jugent, qui tranchent. Donc, tout cela, c'est la loi qui l'organise. Et dans le cadre légal aussi, il est important de parler quand même de la politique pénale. C'est important. La politique pénale, c'est quoi? Pour schématiser, par exemple, le vol, c'est une infraction. Le vol simple punit de 1 à 3 ans d'emprisonnement. Mais il est pratiquement inconcevable que tous les voleurs soient poursuivis, condamnés. Il y a des moments où l'État fait des choix, où la justice fait des choix. Parce qu'on n'a même pas les moyens de poursuivre tout le monde. On n'a pas de capacité dans les maisons d'arrêt de mettre en prison tous ceux qui commettent des infractions. Ce n'est pas possible. Et la politique pénale permet d'opérer des choix. Très bien, l'État dit qu'il y a des vols, il y a des escroqueries, il y a des détournements de deniers publics, ainsi de suite. Et on fait des choix pour dire quelles sont les infractions, quelle est la criminalité qu'on pense comme étant la plus dangereuse, sur laquelle il faut mettre plus d'attention. Et on dit que celle-là, il faut systématiquement réprimer. Pour tel ordre, par exemple, au lieu d'envoyer les gens en prison où ils vont coûter cher à l'État, il faut préférer la réparation du préjudice subi par la victime. Donc c'est un peu cela là qu'on appelle la politique pénale. Et donc, ça permet de faire un dosage entre la répression et le pardon, parce que la justice, c'est aussi le pardon. Quelqu'un qui commet une infraction, même si c'est fait exprès, on peut considérer quand même que c'est quelqu'un qui peut s'amender. Et donc, il ne faut pas fermer les portes. Il faut lui permettre de reconnaître qu'il a commis une faute, de sentir la sanction, mais de se resocialiser pour que lui-même ne commette plus ce genre de faute. Et donc, c'est pour dire que ça, c'est vraiment le cadre légal qui est important pour la justice pénale, parce que sans un cadre légal approprié, on ne peut pas avoir une bonne justice. Même si vous avez les meilleurs magistrats, ce n'est pas eux seulement qui interviennent dans la justice, mais c'est eux qui sont au premier plan.
Et donc, même si vous avez les meilleurs magistrats, si vous avez un cadre légal inapproprié, ça ne peut pas marcher. C'est vraiment comme pour schématiser, vous prenez un véhicule qui a une vieille carrosserie où ça tremble partout, qui a des problèmes de direction, des problèmes de freinage, vous prenez les meilleurs conducteurs, vous mettez dedans. En fait, il y a beaucoup de chances qu'ils vous mettent dans le mur. Et même s'il arrive à maîtriser pour ne pas vous mettre dans le mur, pour arriver à destination, ça va être très compliqué. Peut-être vous allez arriver avec des douleurs partout sur le corps. Et c'est un peu pour schématiser ce que le cadre légal représente pour la justice pénale. S'il y a un très bon cadre légal, maintenant il faut des acteurs aussi qui jouent bien leur rôle. Parce que le cadre légal, il est indispensable, mais il n'est pas suffisant. Quelle que soit la qualité du cadre légal, si vous avez des acteurs qui ne jouent pas bien leur rôle, vous n'avez pas une justice pénale crédible. En ce qui concerne ces acteurs, c'est, comme on dit, il faut avoir une ressource humaine de qualité pour la justice. Parce que la ressource humaine de qualité, elle peut même permettre de combler certaines lacunes du cadre légal. Je dis bien certaines, pas toutes. Chaque dossier judiciaire, c'est pour expliquer pourquoi j'ai dit que ça peut combler, chaque dossier judiciaire a des particularités. Et ces particularités-là, elles peuvent tenir aux parties. Les parties, c'est l'auteur, par exemple, de l'infraction, la victime de l'infraction. Et donc, vous pouvez avoir deux personnes qui vont commettre le vol, vraiment dans les mêmes circonstances. Mais au niveau du jugement, vous allez voir souvent que ce n'est pas la même peine. Parce que la peine doit être individualisée. Elle doit tenir compte de la personnalité de chacun. Et donc, le juge, il doit le savoir, il le sait d'ailleurs, et c'est ça qui justifie souvent certaines disparités que les gens ne comprennent pas. Ensuite, il y a des particularités qui tiennent aux circonstances de commission de l'infraction. L'infraction peut être la même, mais des circonstances de commission diffèrent. Et donc, ça peut avoir un impact sur la peine. Ça peut tenir au contexte social aussi. Quand le contexte social change, on peut changer aussi de comportement par rapport à la sanction. Et c'est ça qui fait que chaque société doit avoir sa justice. Parce que sinon, on va prendre le code pénal et le code de procédure pénale en version électronique, on va mettre dans une machine et on amène les gens devant la machine. On dit qu'ils ont commis une infraction, la machine va dire voilà la peine. C'est parce que ça, la machine ne peut pas tenir compte de ça. Il faut des humains. Et c'est pour cela qu'il est important que la justice, elle tienne compte des réalités sociales. La qualité des acteurs, c'est aussi la compétence. Il faut des gens qui connaissent leur travail. Si vous avez des acteurs judiciaires qui ne connaissent pas la loi, naturellement, vous n'allez pas avoir une bonne justice. Et ça commence d'abord par la formation de base. Il faut des gens qui sont bien formés et qui continuent à suivre une formation continue pour s'adapter, parce que le droit, il est évolutif. Les textes eux-mêmes, ils changent. Et donc, même si on a une bonne formation de base, si on ne continue pas à se former, un moment va arriver, on va être en déphasage et on va rendre des mauvaises décisions. En dehors de la compétence, donc de la connaissance du droit, il y a l'intégrité. Les acteurs judiciaires doivent être intègres.
Parce que, quand même, la justice, comme on dit, c'est le dernier rempart. Quand tout ne va pas ailleurs, on cherche la solution ou le refuge au niveau de la justice. Et par conséquent, il faut que les acteurs judiciaires soient des acteurs qui ont des comportements irréprochables. Ils doivent être des modèles. Les justiciables, ils ne connaissent pas les textes, mais ils voient le comportement des acteurs. Et souvent, la justice, elle est jugée à travers le comportement de ces acteurs. Quand vous avez un acteur qui se comporte mal, donc pour les justiciables, la justice, ce n'est pas la peine. Alors que ce n'est pas elle-même, c'est l'acteur lui-même. Et c'est pour cela que, en fait, il est très difficile, par exemple, de dissocier la sphère privée de la sphère professionnelle pour un juge. Parce que même en ville où il n'est pas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, quand les gens l'observent, ils voient son comportement, en fait, on ne va jamais dire que c'est un tel, on va dire que c'est un juge qui se comporte comme ça. Et ça a un impact sur l'image de la justice. Je dis souvent que quelqu'un qui juge les gens, en fait, il doit se comporter différemment des autres. Même dans sa chambre ou même dans sa douche. Je vais prendre des exemples des acteurs. Et c'est des exemples qui ne sont pas de nature à arranger l'image de la justice pour lancer un appel à ces acteurs-là pour éviter ce type de comportement. Par exemple, quand vous avez un huissier qui veut du recouvrement pour une partie et il dépense cet argent, en fait, ça ternit l'image de la justice. Vous avez un avocat qui prend de l'argent d'un client, mais il ne vient pas le défendre. Il le laisse seul face à la justice. Ce n'est pas un bon comportement, ça ternit l'image de la justice. Vous allez chez un notaire pour faire une transaction immobilière qui est censée apporter la sécurité des actes et on vous fait un faux. Ça aussi, ça ternit l'image de la justice. Quand vous avez un greffier qui fait disparaître un scellé, naturellement, ça ternit l'image de la justice. Et quand vous avez un magistrat qui prend de l'argent, ou pour protéger quelqu'un qui a commis une infraction, ou alors pour mettre en prison, comme on dit, un innocent, c'est toujours l'image de la justice qui prend un coup. Donc, tout comme le cadre légal, le comportement des acteurs est d'une importance capitale pour la crédibilité de la justice, surtout le comportement des magistrats qui sont au devant de la scène. Parce que, comme je l'ai dit, juger c'est semblable, c'est un acte d'une extrême gravité. Et donc, quelqu'un qui est amené à faire ça, à exercer ces fonctions-là, il ne doit pas se comporter comme n'importe qui. Parce que tout ce qu'il fait est sensible et la justice elle-même est jugée à travers son comportement. Et je pense que les gens doivent prendre conscience de la sensibilité de leur fonction. Et au-delà des prérogatives que ces fonctions confèrent, voir aussi les suggestions, les obligations. Parce que c'est trop lourd à porter.